Ce programme vous est offert par Illico Cash. Faire connaître au public congolais la nature de la profession et le rôle de l'expert comptable dans la production et la certification de l'information financière. Le go du premier congrès des experts comptables a été donné ce jeudi avec comme thème principal la RDC face au défi de la transparence financière. La poliomyélite peine à être éradiquée définitivement en RDC, d'où le lancement de la campagne Carton Rouge du programme élargi de vaccination. Elle concerne désormais les enfants de 0 à 15 ans, les provinces concernées également, le Haut-Katanga, Olomami et le Tanganyika. Et l'OTAN fête ce jeudi ses 75 ans d'existence, un sommet aux allures de test pour Joe Biden, alors que le président français est aussi dans la tourmente en raison de déconvenues qu'a subi son parti lors des récentes législatives. Le point sur l'actualité. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. La RDC face au défi de la transparence financière. C'est le thème qui a ouvert ce jeudi le premier congrès des experts comptables à Kinshasa, organisé par l'Office national des experts comptables et patronné par le président de la République. L'objectif est de mieux faire connaître cette profession du grand public, présenter les aspects majeurs de la lutte contre le blanchiment des capitaux en RDC, vulgariser la lutte contre la fraude et la promotion de la bonne gouvernance en RDC. C'est la primature qui a lancé ses assises de 2 jours. Le go est donné par la primature. Judith Souminois s'est fait représenter pour permettre un fonctionnement efficient et optimal de cette profession pourtant indispensable pour la transparence de la gestion des finances, tant publiques que privées. Les experts comptables, entrepreneurs, investisseurs et même étudiants ont répondu présents au centre financier à ce grand rendez-vous du premier congrès des experts comptables. Fraîchement arrivée à Kinshasa, la présidente de la Fédération internationale des experts comptables a pris la parole pour montrer le caractère important de la structure. Nous devrons développer de nouvelles compétences et aptitudes grâce à la formation initiale et continue. Mais la bonne nouvelle aussi, en tant que professionnels, nous n'avons pas besoin de nous réinventer. La première session s'ouvre avec le thème expert comptable, pertinence et crédibilité d'une profession, avec comme panéliste le président de l'ONEC, Mamour, président honoraire de la FIDEF, et Maillard, vice-président de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Ces assises qui permettent de partager les savoirs et stimuler l'intérêt du public pour la profession. On vise notamment les vocations nouvelles pour la profession et en même temps donner une meilleure perception de notre profession par le public. 2 jours durant, les experts venus des différents domaines et différents pays vont s'étendre sur des thématiques telles que la problématique des économies informelles et souterraines ou encore la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Séance de travail ce jeudi au ministère de la Justice. Constant Moutamba a reçu les responsables de l'UNICEP, entendez, structure qui lutte contre la criminalité financière en RDC, conformément à l'arrêté de février dernier permettant à la RDC de s'inscrire sur la liste des pays sous surveillance en vue de lutter contre les vols et détournements des deniers publics. On écoute le secrétaire exécutif de l'UNICEP, Adler Kissoula. Nous venons d'avoir une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État Constant Moutamba, autour de l'UNICEP, l'unité qu'il a créée par arrêté depuis février 2024, qui réunit tous les services qui concourent à la lutte contre la criminalité financière. Comme vous le savez, depuis octobre 2022, notre pays est inscrit sur la liste des pays sous surveillance renforcée des GAFI, c'est-à-dire sur la liste grise. Et il y a un plan d'action qui a été mis en place, qui doit être réalisé d'ici
2025. N'est-ce pas? Alors, parmi les faiblesses qu'on a retenues, il y a l'absence de condamnation et de confiscation lorsque certains crimes financiers sont commis. C'est ainsi que le ministre a réuni les différents services pour leur dire que désormais, les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. D'évaluation des activités du comité de supervision et de contrôle de la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires entre le ministre des Mines et celle des Affaires sociales en faveur des communautés locales. Jean-David Guillelot était sur place. L'amélioration du social et les développements des communautés locales ont été à la base de l'état des lieux, des activités du comité de supervision, d'orientation et de suivi de contrôle de la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières et des organismes spécialisés. Une réunion au cours de laquelle les ministres des Mines et des Affaires sociales ont pris part. Cette réunion s'inscrit dans la poursuite des développements des communautés locales tels qu'inscrits dans la réforme de la législation minière 2018. Cela montre effectivement que le chemin a déjà été emprunté sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision « Le peuple d'abord ». Voilà, en fait, il est tout à fait normal que je dirais le secteur minier contribue au développement de nos communautés. Donc le secteur minier, lui, est celui qui apporte, on va dire, les financements. Et les bénéficiaires sont bien les Congolais. Et donc c'est à ce titre-là que les affaires sociales interviennent également. À l'issue de la réunion, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Aziza Mounana, a plaidé pour plus d'impact sur terrain afin que le social soit réellement vécu dans les communautés locales. Les comités de supervision, d'orientation et de contrôle est doté d'un règlement intérieur. Ces activités sont planifiées de façon biannuelle à travers les plans d'action 2022, 2023 et 2024, 2025. Et au ministère des Hydrocarbures, Molindo Sakombi a reçu le ministre centrafricain en charge du développement de l'énergie et ressources hydrauliques, Arthur Bertrand Piri, en présence de la vice-ministre Wivine Moleka. La question des produits pétroliers à destination de la République centrafricaine était au centre des échanges. Cette audience entre les ministres des hydrocarbures, Aimé Molindo Sakombi, et le ministre centrafricain en charge du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, Arthur Bertrand Piri, était suivie d'une importante réunion de travail bilatéral qui a porté sur l'évaluation de la campagne d'importation des produits pétroliers à destination de la République centrafricaine. Au sortir de ces assises, l'hôte du patron des hydrocarbures congolais a exprimé sa satisfaction. Sur la campagne d'importation des produits pétroliers à destination de la République centrafricaine. La grande quantité des produits pétroliers destinés à la République centrafricaine passe par Kinshasa, passe par CEP Congo. Et logiquement, chaque année, à partir du mois de juin, début juin, 15 juin maximum, les barges remontent avec les grandes quantités de produits pétroliers en République centrafricaine. C'est pour cette raison que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour venir voir mon collègue afin qu'on puisse avoir tous les acteurs, en commençant par l'importateur unique que nous avons, les logisticiens, ceux qui s'occupent de la logistique et le transport, ceux qui s'occupent du stockage, tout le monde autour de la table. Et nous venons de tenir une bonne réunion avec mon collègue, Madame le vice-ministre également, avec tous les acteurs, nous venons de tenir une bonne réunion. Je pense que les experts vont se pencher pour nous sortir une feuille de route de telle manière qu'on puisse avoir très rapidement les produits pétroliers en République centrafricaine. On prépare à la dite réunion la vice-ministre Wivine Moleka Solo ainsi que les sociétés CEP Congo, les Rexcom pour la partie congolaise et Neptune et Augusta pour la partie centrafricaine. Le sommet d'affaires Afrique-Espagne s'est clôturé ce jeudi à Barcelone sur une note de satisfaction. La RDC était représentée à ses assises par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Ce dernier a appelé les investisseurs à s'intéresser à la RDC qui offre plusieurs opportunités. Grâce à Lambo, signe ce reportage.
À la clôture ce jeudi à Barcelone du sommet d'affaires Afrique-Espagne, le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku Kahongya a détaillé devant plusieurs opérateurs économiques espagnols la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification des marchés. Objectif, capter plus d'investissements espagnols vers la République démocratique du Congo qui regorge d'énormes opportunités, et c'est là en mettant l'accent sur l'agro-business. Nous sommes encore une fois en Espagne, dans un sommet qui réunit effectivement tous les opérateurs économiques espagnols avec beaucoup d'acteurs africains pour que chacun de ces acteurs-là, dont nous-mêmes, nous puissions présenter les opportunités qu'offrent nos pays respectifs. Et nous avons eu le temps de le faire pour démontrer les différents segments qui nécessitent des investissements aussi bien nationaux qu'internationaux, à savoir l'agro-business, l'agriculture, l'agro-industrie, le secteur agroalimentaire, 2, les énergies renouvelables, 3, les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, parce que vous savez, Barcelone, c'est un grand port. Et donc nous avons eu à échanger autour de toutes ces opportunités pour voir comment nous pouvons capter évidemment des investissements espagnols vers la RDC. Nous avons organisé 3 B2B avec d'abord une entreprise internationale qui va accompagner la RDC à améliorer ce qu'on appelle la marque pays. Deuxième B2B, nous l'avons organisé avec M. Raymond Palou, c'est le vice-président de la Commission internationale de ce qui est l'équivalent de la Fédération des entreprises espagnoles. Le président de la République, Félix Tshisekedi, nous envoie partout au monde sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa pour consolider la diplomatie commerciale et économique, a conclu le ministre du Commerce extérieur. Je le disais en titre, le programme élargi de vaccination se lance dans le combat dénommé Carton rouge contre la polio en République démocratique du Congo. L'objectif est de donner des informations sur la prochaine campagne de vaccination dans les provinces du pays contre la poliomyélite, mais aussi expliquer la particularité de l'élargissement de la tranche d'âge dans les provinces du Haut-Katanga, Olomami et Tanganyika, allant de 0 à 15 ans, du fait que les adultes manifestent aussi les symptômes de cette maladie aux conséquences de la paralysie. C'est ce qui ressort de ces moments de partage, d'échange d'informations et des débats avec la presse sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite en RDC. Le programme élargi des vaccinations PEV en sigle éclaircit que les données entre 2022 et 2023 ont démontré qu'au-delà des enfants de moins de 5 ans, il y a des enfants de plus de 5 ans qui ont développé la paralysie, localisée essentiellement dans les provinces du Haut-Katanga, Olomami et les Tanganyika. C'est ainsi, de manière particulière, dans le Tanganyika, la vaccination est allée jusqu'à l'âge de 15 ans, méthode prévue également pour la prochaine campagne du mois d'août dans les 3 provinces précitées. On a noté qu'il y a des personnes qui ont développé la paralysie mais qui sont au-delà de 5 ans. Donc je crois qu'il vous souviendra qu'il y a quelques années en arrière, autour de 2010-2011 par là, à la suite de la notification d'un cas chez un adulte ici en Kinshasa, on a eu à vacciner les adultes. Donc toute la population a été vaccinée. C'était pour permettre tout justement d'arrêter la transmission chez les adultes. Donc c'est la situation épidémiologique de l'heure qui a dicté tout justement l'élargissement de la cible dans ces 3 provinces de manière spécifique, où on a noté tout justement que le virus circule de manière assez inquiétante parce que ce sont les plus grosses provinces pourvoyeuses des cas de polio, donc il fallait effectivement que nous intervenions dans ces provinces-là. Ce qui démontre que la poliomyélite peut aussi toucher les adultes. De ces faits, tous sont partie prenante de la chaîne de sensibilisation qui permettra que la vaccination soit effective partout et à toutes les communautés de la population. C'est depuis 2017 que le pays est en proie de l'épidémie de polio où l'on avait notifié 1015 enfants développant la paralysie. Dès lors, les évolutions considérables mises en place par le PEV dans la lutte contre cette maladie, d'où en 2023, le pays a fourni d'énormes efforts et a réduit de près de 50% la proportion des cas évalués autour de 238 cas.
Depuis les années Zaïre, le volontariat est quasi mort en République démocratique du Congo après son inféodation inquiétante par la politique, bénéficiant d'une ordonnance présidentielle placée sous tutelle du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Le secteur est en pleine renaissance. Une première cohorte a été déversée aujourd'hui après une formation parrainée par l'ambassade de France. Sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aiganagato Nakwipon, France Volontaire Congo-RDC a procédé ce jeudi 11 juillet au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement au déploiement des volontaires du projet d'appui au volontariat national. Après un temps de formation dans des structures d'accueil, ces dizaines de jeunes bien éduqués et désormais très dévoués à l'engagement communautaire composent la première cohorte de ceux qui vont redorer l'image depuis un temps sapé par la politique du volontariat en République démocratique du Congo. Noéla Aiganagato Nakwipon a appelé les jeunes volontaires à travailler avec passion, patriotisme, tout en rassurant son soutien total dans un discours lu par son représentant en ce jour solennel. À vous, chers jeunes volontaires, Son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et de la Politique vous prie de travailler avec abnégation, civisme, patriotisme, dans l'exercice de vos tâches. Ce programme pilote, qui marque une nouvelle étape franchie, a bénéficié également du financement de l'ambassade de France, qui salue l'engagement des jeunes en faveur du développement. Donc la France est très engagée sur le volontariat. Elle est d'abord engagée sur le volontariat en France et également dans tous les pays où elle a des projets de coopération. Bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle par le chef de l'État Félix Tshisekedi lui-même, le volontariat a été placé à ce jour sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Le gouvernement s'est ensuite saisi à bras-le-corps le dossier et aujourd'hui, les témoignages des participants à cette première cohorte sont plus qu'éloquents. Ils ont été suffisamment outillés en savoir-faire et savoir-être pour mieux s'engager afin de servir la communauté. Évaluation des accords entre le bon syndicat de l'administration publique et le gouvernement congolais, en présence de Fidel Kiangi, président de l'INA. Des centaines de délégués syndicaux ont répondu présents à cet appel. Au menu, le non-respect par le gouvernement des accords où ce dernier s'était engagé à payer pour un huissier $200 américains. Ils étaient tous là, les délégués de toutes les administrations, y compris ceux de la régie financière, à l'unanimité, demandent au gouvernement de payer tous les huissiers à la fin du mois de juillet, le montant convenu, dont les accords fixés à $200, payables au taux du jour, faute de quoi, des mesures proportionnelles seront prises. Parlant de la politique salariale, Fidel Kiangi, président de l'INAP, pense que rien ne peut se décider maintenant sans que les $200 n'aient été payés. Aujourd'hui où je vous parle, l'huissier à $85 payables en francs congolais comme salaire. Le gouvernement nous a promis de faire la récupération du pouvoir d'achat pour que nous puissions avoir au moins les $120 réels. Rien n'est fait, faute par le gouvernement, de payer $200 à l'huissier au salaire du mois de juillet. Une assemblée générale sera convoqué au esplanade du Palais de la Nation où résident, où travaillent les premiers fonctionnaires congolais. Mais il n'est pas question qu'à la fin du mois de juillet, que l'huissier puisse avoir moins de $200. Nous n'allons pas accepter, payable au taux budgétaire. Rappelons par ailleurs qu'il existe près de 7 accords signés entre l'INAP et le gouvernement congolais. Fort malheureusement, les contenus de ces accords sont restés lettres mortes. Voilà un ultimatum et surtout l'un des premiers défis du gouvernement souminois qui, en répondant favorablement à ces cris des fonctionnaires de l'État, ces 100 jours seront marqués dans l'histoire des chefs de gouvernement ayant entendu la voix de la raison pour l'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Dans 3 ans, la route nationale numéro 1 sera complètement modernisée. Le lancement des travaux a eu lieu mercredi et cette route longue de 848 km partira de Ngouba dans le Lualaba Mbujimaï dans le Kasaï oriental. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Seini, au village Shonongo dans le territoire de Lubudi.
Longue de 848 km, la route nationale numéro 1 va dans peu de temps revêtir d'une nouvelle robe dans son tronçon compris entre Ngouba, dans le territoire de Lubudi, Olualaba et Mbujimai, dans la province du Kasaï oriental. La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée mercredi 10 juillet 2024 sous les auspices du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, en présence de la gouverneure nouvellement élue du Lualaba. Un fruit du partenariat sino-congolais des mines et le gouvernement de la RDC. Plusieurs officiels, dont le conseil du chef de l'État en charge des infrastructures, les députés nationaux et provinciaux de ce territoire, quelques membres du gouvernement provincial et les autorités locales. Fifi Masuka Saini a alloué ce grand projet et son initiateur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à désenclaver tout le pays. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du désenclavement de l'intérieur du pays par la construction et la réhabilitation des routes un axe déterminant de son deuxième. Au lieu de 10 ans, ces travaux prendront seulement 3 ans. Et pour ce faire, 6 entreprises sont sélectionnées en raison de 6 ateliers, ont annoncé le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux et celui de l'APSC. L'un après l'autre, ils ont souligné l'envergure de cet événement qui changera sans nul doute la destinée de l'économie de la RDC. Après le mot des responsables de la sino-congolaise des mines, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a sensibilisé la population à s'approprier ce projet qui dénote de l'engagement du chef de l'État à relier tous les chefs-lieux des provinces des restes de leurs entités et de poursuivre que cette route va relier 11 provinces de la RDC. Depuis 1960, c'est en montant à bord d'un camion pelle que le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, en compagnie de la gouverneure Masuka, que s'est clôturée la manifestation suivie des cérémonies traditionnelles sous les ovations de la population. On revient sur l'affaire Sabwe Mining. Des journalistes ont mené des enquêtes sur ce qui s'est réellement passé à Lonchi avec le député national Serge Condé de Lonchi, cité minière à Sakania. Sabwe Mining explique pourquoi et comment les portes de la mine n'ont pas été ouvertes pour accueillir le député national. Ici, les explications du responsable des ressources humaines de l'entreprise Sabwe Mining. On n'a pas barré la route à l'honorable Serge Condé. Il nous avait écrit, sur disant que non, il devrait nous visiter comme il était en vacances parlementaires. Effectivement, la société a vu que sur son ordre de mission, il n'y avait que lui, le nom de son enfant et le nom de sa femme qui devraient effectuer un petit voyage vers la Zambie. Et raison pour laquelle ils nous ont dit que non. Vu l'événement qu'on a connu le 20 mars au sein de la société, il y a un communiqué qu'on avait affiché jusqu'à la preuve du contraire. Le conseil d'administration de la société s'était réuni pour dire qu'il n'y a aucune visite, comme nous étions victimes d'une agression, il n'y a aucune visite qui pourra venir de l'extérieur sauf les services étatiques. Raison pour laquelle nous lui avons répondu, c'est-à-dire que non, en tout cas, honorable, avec tout le respect que nous vous devons, vous pouvez passer ultérieurement dans une autre date où on pourra vous communiquer pour votre visite. À son arrivée à la barrière, effectivement, c'est un élu du territoire de Sakania. Vu qu'il était présent, la population s'est mobilisée en masse, qui était autour de lui. On voulait le recevoir. Vu qu'il y avait encore un bon nombre de gens devant la barrière, ça nous a été difficile de recevoir toute une masse. Pourquoi? Parce que la masse ne réfléchit pas. C'est ce qui était arrivé. Mais notre grande surprise, nous avions vu certaines vidéos qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux, soit disant que non, on a barricadé la route, il y a des mercenaires, il n'y a aucun mercenaire sur les sites. Qu'est-ce qui bloque l'investiture du gouverneur de la province de l'Équateur? Les députés provinciaux demandent au président de la République de faire grâce au peuple de l'Équateur en investissant le gouverneur élu pour relancer les activités au niveau de l'Équateur. À ce jour, la province tourne au ralenti dans l'attente de l'investiture du gouverneur, mais également la mise en place du nouveau gouvernement provincial.
Alors que dans la plupart des provinces, les gouvernements provinciaux connus et même investis à leur tour, la province de l'Équateur reste encore dans l'attente de la lettre d'investiture de leur gouverneur. La situation préoccupe l'Assemblée provinciale. Ici, le président Delcy Mata adresse un plaidoyer au chef de l'État. Avant de vous présenter les résultats obtenus, je plaide auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui je présente mes hommages les plus déférents, de faire grâce au peuple de l'Équateur en signant l'ordonnance d'investiture du gouverneur élu Bobo Boloko, parce que nous, députés, nous sommes un peu bloqués pour nous rendre dans nos circonscriptions électorales respectives dans le cadre des vacances parlementaires, en train de soutenir ou de suppléer à certains dossiers que lui-même a toujours traités avec beaucoup de maîtrise et de compétences. À l'heure actuelle, il faut reconnaître que les activités tournent au ralenti dans cette province et l'investiture du gouverneur sera l'élément déclencheur pour la suite des activités. Le salon de recrutement dédié aux jeunes ressortissants des 3 villes de la RDC, à savoir la ville de Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi, s'est ouvert ce jeudi au Fleuve Congo Hotel, intitulé Salon de l'emploi. Cette activité a pour objectif d'atteindre plus de 6 millions d'emplois d'ici 5 ans. C'est un événement crucial qui traduit l'engagement d'une trentaine d'entreprises installées en République démocratique du Congo en collaboration avec l'Office national de l'emploi d'assurer une bonne insertion professionnelle dans les marchés de l'emploi. Ces salons réunissent une trentaine d'entreprises ici installées en RDC en vue justement d'offrir des opportunités professionnelles aux jeunes. Normalement, le projet tel qu'il est défini, ces salons doivent s'étendre sur 3 villes principalement. Nous avons la ville de Kinshasa, où nous prévoyons d'organiser 3 salons du genre. Nous avons également la ville de Lubumbashi, où il est prévu également 3 salons, et puis la ville de Bukavu. Et le projet Talent Pluriel a 5 composantes. Nous avons la composante entrepreneuriat, nous avons la composante emploi, nous avons la composante développement des politiques liées au genre, égalité et inclusion sociale. Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'ONEM, Fanon Biya, a réaffirmé sa ferme détermination, celle d'offrir des opportunités professionnelles. Un commentaire heureux que je peux placer à cet événement qui est le Salon de l'emploi, c'est juste pour dire que le recrutement n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et en voilà une démonstration. Donc vous avez, sous l'initiative d'un partenaire privé, Sesomo, qui a réuni une représentation d'employeurs, qui a invité les jeunes, et que les jeunes viennent. Ils commencent d'ailleurs par l'ONEM, pour ceux qui n'ont pas encore de carte de demandeur d'emploi. Au total, plus de 1000 jeunes chômeurs à la recherche de l'emploi reçoivent des explications sur les mécanismes et les techniques qui permettent d'avoir de l'emploi. Ils seront confrontés aux recruteurs qui vont les écouter et déceler leurs compétences et enfin chercher ce qui peuvent être acceptés par ces entreprises. Les avocats du Haut-Katanga ont commémoré les 56 ans de la création du barreau en République démocratique du Congo à Lubumbashi, une initiative du bâtonnier du barreau près la cour du Haut-Katanga, maître Jean-Paul Kitenge, qui a profité de l'occasion pour reprendre officiellement la gestion de la stèle centenaire dédiée au droit. Désormais, les 56e anniversaire de la création du barreau en République démocratique du Congo a correspondu avec la reprise de la gestion de la stèle dédiée au droit par les barreaux du Haut-Katanga. D'éminences grises du monde juridique ont répondu à l'invitation du bâtonnier du barreau près la cour d'appel du Haut-Katanga, maître Jean-Paul Kitenge, qui veut pérenniser l'histoire du droit et de ses praticiens. À travers ces monuments érigés il y a 50 ans, c'est un siècle d'histoire du droit congolais qui tire ses origines de la revue juridique du Congo fondée en 1924, qui est gravé. Une histoire glorieuse racontée par maître Marcel Yabili, avocat honoraire qui a consacré son travail à la revue juridique du Congo et à sa mémoire. Pour maître Jean-Paul Kitenge, ces monuments symbolisent le travail de l'avocat dans son rôle de gardien du droit. Le droit doit avoir un gardien. La personne sur qui on compte pour
cet acte, ou bien sûr pour cette action liée à garder les droits, c'est l'avocat, qui est un auxiliaire de justice attitré. 100 ans, c'est toute une vie. Ceux qui ont commencé, je crois qu'ils ne sont pas arrivés à bon port. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui, et nous sommes même fiers de prendre la relève pour continuer le voyage. Et pour honorer les doyens des avocats ayant totalisé plus de 20 ans au tableau de l'ordre, les barreaux leur a remis des trophées sous les applaudissements de l'assistance. Vacances parlementaires au Maniema, le député national Augustin Matata Ponyo a communié avec sa base. Il a profité de l'occasion pour échanger sur la politique de développement de leur province et combattre la pauvreté. Redevabilité oblige. Le député national Augustin Matata Ponyo a débuté avec les consultations populaires. En ce jour, Matata Ponyo a reçu plusieurs couches composées essentiellement des femmes, jeunes et des notables de la ville. Dans leur échange, Matata Ponyo et ses élus ont passé en revue plusieurs problèmes auxquels les habitants du Maniema font face. Prenant la parole, Awazi Nengo Mémé a salué à juste titre l'initiative de recourir à la population pour qu'elle exprime ses préoccupations. Son devoir en tant qu'élu, et je crois qu'il peut être le premier, parce que vous avez parlé d'initiative, il peut être le premier à le faire, à rencontrer la population à la base pour que nous puissions échanger avec lui. Je crois que c'est une grande première. Il est difficile que dans un bureau feutré, on puisse inventer un rapport de vacances et il doit être en contact direct et immédiat avec la population pour s'enquérir de la situation réelle que vivent les populations du Maniema. Nous lui avons donné les éléments. Les éléments, nous avons parlé du développement du Maniema, par exemple l'absence de l'eau potable, l'absence d'électricité, les routes, tout ça. Et nous avons demandé à ce qu'il puisse prendre ses responsabilités pour que le Maniema se prenne en charge. Les femmes ont promis l'accompagnement des différents projets d'intérêt général, dont l'addiction d'eau potable initiée par les députés nationaux Augustin Matata Ponyo. Et en international, Emmanuel Macron en mode furtif au sommet de l'OTAN. Macron discret, sommet test pour Joe Biden. L'OTAN n'est pas au mieux de sa forme en ses 75 ans d'existence. Les médias du monde sont revenus essentiellement sur l'affaiblissement des deux grands leaders de l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, le président français et le président des États-Unis d'Amérique. Mais le sujet le plus attendu, c'est l'aide à apporter à l'Ukraine. Ainsi prend fin ce journal. Place au rappel des principaux titres. Faire connaître au public congolais la nature de la profession et le rôle de l'expert comptable dans la production et la certification de l'information financière. Le go du premier congrès des experts comptables a été donné ce jeudi avec comme thème principal la RDC face au défi de la transparence financière. La poliomyélite peine à être éradiquée définitivement en RDC, d'où le lancement de la campagne Carton Rouge du programme élargi des vaccinations. Elle concerne désormais les enfants de 0 à 15 ans. Les provinces concernées sont le Haut-Katanga, Olomami et le Tanganyika. Le temps fête ce jeudi ses 75 ans d'existence, un sommet aux allures de test pour Joe Biden, alors que le président français est aussi dans la tourmente en raison des déconvenues qu'a subi son parti lors des récentes législatives. Mesdames, Messieurs, restez fidèles au programme de Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologique. Monsieur Aristide Kasongo Mambo Chembe ainsi que les familles Ndiangana, Kouete Moana et Kasongo Moutouale ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux anciens de l'Unikin et aux ressortissants des Mweka le décès de leur épouse, fille et belle-fille, cadre de direction à la Banque centrale du Congo, Hélène Mujinga Ndiangana, survenue le lundi 24 juin 2024 à Londres.
Le programme des obsèques se présente comme suite. Samedi 13 juillet 2024, veillée mortuaire à Londres et à Kinshasa, messe des requiem à 16h en la résidence de la défunte, suivie de la veillée. Lundi 15 juillet 2024, enterrement à 10h à The East London Cemetery, Dorial Chapel, retransmis simultanément en live streaming dans la salle Archer des Sœurs franciscaines face au fleuve Congo Hotel à Kinshasa-Gombe. Cela sera suivi d'un bain de consolation au 161 North Road, RD, London, ainsi que sur place pour Kinshasa. Le communiqué est signé Aristide Kasongo Mambou Shembe.